Bonjour tout le monde, membres des médias, merci d'être sur place pour cette conférence de presse sur les sous-investissements historiques en Abitibi-Témiscamingue, dis-je bien. S'adresseront aujourd'hui à vous Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, qui sera suivi de Sylvain Blais, président du conseil d'administration d'Attractivité Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Richard, directeur général d'Abitibi Géophysique et président de la Chambre de commerce de Val-d'Or, puis finalement, Randan Apki, responsable de l'implantation du pôle d'innovation régénérative du MT Lab. Sans plus attendre, je cède la parole à Pierre Dufour. Merci. Donc, naturellement, comme toute année électorale, on entend beaucoup à ce moment-là de régionalisation et de régionalisme. Le gouvernement en place, le nouveau chef du Parti libéral, le chef du Parti québécois dans le cadre de la partielle de Chicoutimi qu'on a vu lundi, les deux candidats à la chefferie de la CAQ, je pense que c'est un sujet qu'ils ont en eux à chaque fois qu'ils prennent la parole présentement. On assiste d'ailleurs à un concours de « non, moi je suis plus régionaliste que toi ». Alors aujourd'hui, on est tous rassemblés ici avec des acteurs de la région de l'Abitibi-Témiscamingue qui prendront la parole naturellement afin de demander à ce que ceux qui se disent régionalistes se lèvent. Comme on dit en bon français, qu'enfin les babines suivent les bottines. Je suis donc avec Mme Randan Apki, ancienne directrice générale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, qui d'ailleurs sera à la COP 17 cet automne. Sébastien Richard, DG d'Abitibi Géophysique et président de la Chambre de commerce de Val-d'Or. Andrea Paquin-Lessard, directrice générale d'Attractivité Abitibi-Témiscamingue, qui est ici en arrière. Et M. Sylvain Blais, président du conseil d'administration d'Attractivité Abitibi-Témiscamingue. Plusieurs maires et mairesses et autres acteurs économiques de la région appuient également notre démarche, mais ne pouvaient malheureusement pas être ici aujourd'hui. Parce qu'on va se le dire franchement, quand j'entends dire que l'Abitibi-Témiscamingue est une région périphérique, les oreilles me saignent. L'Abitibi-Témiscamingue n'est pas une région en marge du Québec. L'Abitibi a construit le Québec. Le chemin de fer est arrivé au début du siècle dernier. La colonisation a suivi. La grande découverte minière de long de la faille de Cadillac ont donné naissance à plusieurs villes. Bien avant ça, les Premières Nations occupaient déjà le territoire depuis des millénaires. C'est une région qui a été et qui est destinée à demeurer au cœur du développement du Québec. Aujourd'hui encore, on est un moteur économique majeur. Mais cette contribution-là, elle vient avec des impacts bien réels. L'exploitation minière transforme le territoire. Elle use les routes, elle crée une pression énorme sur le logement, elle demande plus de services publics, elle soulève des enjeux énergétiques et environnementaux importants. Et je peux vous dire une chose, on est tous pour l'industrie minière dans la région, dans l'ensemble, mais il faut quand même penser aux services publics. Et pendant que la région assume ses impacts au quotidien et que les revenus dont bénéficie l'État, eux, montent en flèche, les familles de l'Abitibi-Témiscamingue ainsi que celles qui envisagent un jour venir s'y installer n'obtiennent tout simplement pas la part du gâteau qui leur est due. Entre 2020 et 2023, le gouvernement du Québec a perçu en moyenne 638 millions par année en redevances minières, avec un sommet de 926 millions en 2021. Et ça, ce sont des chiffres qu'on a jusqu'en 2023. Attendez-vous à ce que les chiffres de 2025 et 2024 soient vraiment au-dessus du 926 millions. Pendant ce temps, les MRC du Québec se partagent annuellement une enveloppe de 38 millions, issue des revenus des ressources naturelles, soit une moyenne de 5,9 des redevances minières perçues par Québec pour toutes les régions confondues. Ça fait partie du pacte fiscal. Et le pacte fiscal, de la manière qu'il a été fait, prenons une ville comme Saint-Jean-sur-le-Richelieu présentement, versus, la MRC de Saint-Jean-sur-le-Richelieu versus la MRC de la Vallée de l'Or. Bien, étant donné que le pacte fiscal distribue en pourcentage, selon aussi les gens établis, ça fait en sorte que la MRC qui exploite la mine, la MRC de la Vallée de l'Or, va avoir moins que la MRC, exemple, où est situé Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Je vous donne ça comme exemple. C'est bien trop peu, surtout que cet apport au Trésor de l'État continuera d'augmenter énormément au courant des prochaines années. Si on jette un œil au prix de l'or uniquement, il est passé d'environ 1200 US l'once en 2019 à plus de 5000 US l'once en 2025, atteignant des sommets historiques. Et qui sait où cette hausse fulgurante s'arrêtera. Ainsi, l'écart évident entre la contribution de l'Abitibi-Témiscamingue à l'économie du Québec et le retour d'ascenseur en matière d'investissement public dans la région continuera de croître si aucun coup de barre n'est donné.
Tantôt, à la période de questions, je l'ai mentionné, l'Abitibi-Témiscamingue, 80 des investissements qui se font sont au privé, 20 du public. C'est la première région. Et si on compare, exemple, avec la région de la Capitale-Nationale, c'est simplement 42 du public et 58 du privé. L'inverse. Déjà, une étude indépendante réalisée par Aviseo estime que le manque à gagner en investissement public pour la région pourrait atteindre jusqu'à près de 6,7 milliards sur 10 ans si on continue à la même échelle. Concrètement, ça veut dire quoi? Des infrastructures qui vieillissent, une pénurie de logements qui s'aggrave, des projets industriels freinés par des limites énergétiques, des services sous pression. Alors aujourd'hui, alors que nous joignons d'abord avec l'idée de demander un panier de mesures pour résorber cet immense déficit, nous avons convenu d'y aller d'une seule demande simple. Je pense qu'elle est raisonnable, facilement réalisable et qui ne pénalise pas l'industrie. Nous exigeons à ce que 35 des redevances minières perçues par l'État québécois sur tout surplus généré au-delà du seuil de 2 000 US l'once soient retournées au territoire d'où ces ressources sont extraites. Donc, il ne peut pas avoir rien de plus concret que ça, et ça ne chamboule pas le pacte fiscal, ça ne chamboule pas les données où ce que ça permet justement que la matière première puisse en faire profiter l'ensemble du Québec, mais quand on arrive au-dessus de 2 000 US l'once, 35 des redevances seraient directement investies dans le secteur public de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est assez logique. Comme l'État québécois s'enrichit de façon exceptionnelle et continuera de s'enrichir encore plus avec le prix de l'or qui atteint des niveaux records, le territoire qui génère cette richesse doit en voir une part revenir chez lui. Je l'ai mentionné aussi tantôt à la période de questions. Si le Saguenay-Lac-Saint-Jean peut revendiquer ses barrages, si les produits éoliens partout à travers le Québec, présentement dans les régions qui sont ciblées, peuvent avoir des redevances, le seul Québécois qui est exploitant l'Abitibi-Témiscamingue mérite la même considération. On ne laisse pas uniquement les revenus monter à Québec pendant que les impacts restent sur le terrain. Si ce principe-là est valable pour l'éolien, il doit l'être aussi pour l'or. Alors aujourd'hui, on interpelle directement les chefs de parti et les candidats à la chefferie de la CAQ, soit M. Plamondon, Milliard, Drainville, Fréchette, Duhem et Gazal. La demande est claire et limpide, les élections générales approchent à grands pas et je les entends déjà nous promettre beaucoup de choses pour les régions du Québec. Bien, voilà l'opportunité d'en faire la preuve. Si on se dit régionaliste, il faut agir en régionaliste. L'Abitibi-Témiscamingue ne demande pas un traitement de faveur. Elle demande simplement l'équité et une juste part. On ne demande pas tout l'or du monde, on demande juste assez pour prendre soin de notre monde. Merci. Je vais laisser la parole à M. Sylvain Blais. Merci, Monsieur le député. Merci, Pierre. L'Abitibi-Témiscamingue est une région performante. Elle est contributrice. Elle est stratégique pour le devenir du Québec. Les projets sont là, les investissements privés sont présents, les contributions fiscales sont majeures. Notre économie est forte, ce qui demande maintenant toute notre attention, c'est la capacité de notre région à se maintenir et à grandir sa population. Parce qu'une économie peut croître seulement, ainsi que son territoire, si les gens choisissent d'y rester, d'y fonder une famille, d'y bâtir leur avenir. Ce sont là des choses qui deviennent très concrètes. Ça passe par des logements accessibles, des services de santé stables et des équipes qui y vivent. On pourrait penser à l'hôpital d'Amos, par des écoles et des commerces et des milieux de vie dynamiques, par la capacité d'accueillir et d'enraciner de façon durable nos nouveaux arrivants, et donc par une réduction, assurément, du navettage structurel. Et où l'activité économique, effectivement, progresse, sans que la population s'y établisse. Le Québec s'est quand même doté d'une loi sur l'occupation et la vitalité des territoires. Ça confirme des obligations d'assurer, ça détermine des responsabilités collectives, assurer des régions vivantes et durables. Une souveraineté économique repose sur la capacité d'un territoire à maintenir et à faire grandir sa population,
des leviers publics évoqués aujourd'hui doivent servir d'objectifs clairs, renforcer notre capacité d'accueil, soutenir l'enracinement durable des familles et des travailleurs. Pour qu'une région qui contribue autant à la prospérité collective doit pouvoir planifier son avenir avec cohérence. On ne demande pas tout l'or du monde, on en demande juste assez pour prendre soin de notre monde. Je passe maintenant la parole à Sébastien. Merci Sylvain. Merci, Monsieur le député. Il est temps de corriger une perception persistante et réductrice. L'Abitibi-Témiscamingue n'est pas une région à soutenir par compassion économique. Derrière chaque projet minier, chaque usine de transformation, chaque chantier industriel se trouve un réseau structuré de PME locales qui livrent la marchandise. Nos succès reposent sur notre volonté et notre capacité à assumer pleinement nos responsabilités sociétales. Nous le démontrons chaque jour par notre capacité à accueillir et intégrer de nouveaux arrivants, la collaboration active avec les peuples autochtones, ainsi que le respect rigoureux des normes environnementales dans l'élaboration et la réalisation des projets sur notre territoire. Ce matin, le gouvernement nous a réitéré qu'il investit dans nos PME par le biais d'Investissement Québec. J'espère que le gouvernement réussit à voir et reconnaître des investissements nécessaires à sa réussite. Si on pouvait comparer les régions à des portefeuilles d'actions, en ce moment, on a l'impression que le gouvernement regarde un portefeuille ultra performant et décide de ne pas trop mettre de billes dedans. C'est très, très difficile à comprendre de notre côté. Notre savoir innover dans un environnement complexe et nordique est recherché et exporté mondialement. Cette vitalité entrepreneuriale est réelle, elle est démontrée, elle est structurée. Mais elle est trop souvent sous-estimée. Nos entreprises doivent composer avec des lourdeurs administratives, des délais d'autorisation qui freinent l'investissement et une approche mur à mur peu adaptée aux réalités de notre région. Or, une économie responsable et performante repose sur une population active, stable et renouvelée. Les entreprises font leur part. Elles investissent en formation, elles innovent, elles s'organisent. Mais elles ne peuvent à elles seules porter l'ensemble des leviers démographiques et structurels nécessaires pour soutenir la croissance. Le défi est donc d'assurer que les conditions publiques et démographiques permettent à cette performance de se maintenir dans le temps. Nos entreprises font leur part. Il faut maintenant assurer la stabilité structurelle qui permettra à cette performance de durer. On ne demande pas tout l'or du monde, on en demande juste assez pour prendre soin de notre monde. Je laisse la parole à Randa. Alors, bonjour, je suis Randa Napki. Tu m'as-tu présenté? Oui. OK. Je suis responsable de l'implantation du fameux pôle d'innovation régénérative du MTU Lab en Abitibi-Témiscamingue, dédié au bien-être, au tourisme et à la biodiversité. Le manifeste de l'Abitibi-Témiscamingue trace une vision. Le pôle d'innovation régénérative en est une mise en action. Il est temps aujourd'hui de regarder l'Abitibi-Témiscamingue autrement. Oui, nous sommes un territoire extractif. Mais notre histoire s'est construite autour des mines, de la forêt et de la terre. Par contre, nous sommes une collectivité engagée, capable de concilier développement économique, innovation et protection du territoire. Nous ne sommes pas un territoire périphérique. Nous sommes un territoire stratégique pour l'avenir du Québec et du Canada. Situé sur la ceinture de roches vertes, notre région possède les minéraux critiques essentiels à la transition énergétique mondiale. Dans le contexte géopolitique actuel, cela représente un levier économique majeur pour le Québec. Mais, la transition énergétique sans transition environnementale demeure incomplète. Pour nous, en Abitibi-Témiscamingue, la modernité, c'est de réussir les deux. L'Abitibi-Témiscamingue, et ça c'est important, est un des territoires multi-ressources des plus riches sur la planète. Riche par son sous-sol, son eau potable des plus pures au monde, filtrée naturellement par les escarres, sa forêt boréale, ses terres agricoles propres, ses 22 000 lacs et rivières, sa culture unique et la présence des Anishinabés. Quand on habite un territoire complet comme l'Abitibi-Témiscamingue, on ne peut plus, aujourd'hui, opposer économie et environnement. C'est dans cet esprit qu'est né le pôle d'innovation régénérative du MT Lab en Abitibi-Témiscamingue. Et là, notre objectif est très clair. Réunir autour du pôle tous les secteurs d'activité
industrie, recherche, innovation, acteurs autochtones, tourisme, culture, afin de prendre soin de ce territoire que nous aimons profondément en le régénérant. Oui, l'extraction a des impacts, nous en sommes conscients. Et c'est précisément pour cela que nous avons choisi d'agir ensemble et d'implanter le pôle d'innovation régénérative. Dans un monde qui a besoin de ces minéraux pour se décarboner, la responsabilité n'est pas de refuser l'extraction, c'est de la transformer en créant des maillages nouveaux, en provoquant des rencontres improbables et en incubant des solutions adaptées à notre territoire. Les premières solutions innovantes issues du pôle seront présentées à la fin mai. On a très hâte. Ce sera notre première démonstration tangible. Notre démarche attire déjà l'attention internationale. Le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique des Nations unies nous a invités à organiser un événement à la COP26 de 75 minutes qui nous ont demandé de répéter 2-3 fois pour que tout le monde puisse y assister et nous répliquer. Cela confirme que ce qui se construit en Abitibi-Témiscamingue résonne au-delà de notre territoire. Sans l'Abitibi-Témiscamingue, le Québec ne serait pas pauvre, mais il serait beaucoup, beaucoup moins riche, beaucoup moins stratégique. Nous ne sommes pas un angle mort, nous sommes un levier stratégique. Un territoire capable de démontrer qu'un modèle historiquement extractif peut évoluer vers un modèle régénératif, structuré et responsable. Normalement, extraction, régénération, c'est incompatible, mais nous, on va prouver que le contraire se peut. Notre région se dévitalise à la vitesse grand V. Par contre, notre économie se surchauffe. On n'a pas besoin de nous annoncer des emplois, on les crée nous-mêmes. Ce que nous demandons, c'est que l'on investisse dans nos services, nos infrastructures, notre qualité de vie. Nous refusons d'être réduits à un simple camp minier. C'est ce qui se produit actuellement avec le drive-in, drive-out, fly-in, fly-out. Nous sommes une région vivante, nous sommes une collectivité forte et innovante. Nous sommes un moteur économique pour le Québec et pour le Canada. La prospérité que nous générons doit aussi se traduire en qualité de vie chez nous. Investir en Abitibi-Témiscamingue, ce n'est pas un risque. La richesse que nous générons doit bâtir notre avenir, pas seulement alimenter celui des autres. Et je le rappelle, mes compatriotes, on ne demande pas tout l'or du monde, on en demande juste assez pour prendre soin de notre monde. Merci. Et voilà, c'est fait. Merci, Randa. Est-ce qu'il y avait des questions, les journalistes?